Alors, bienvenue à tous pour cette session donc autour de la visioconférence, ou en tout cas de l'audio et de la vidéo dans les applications. J'ai essayé de mettre pas mal de choses. On m'a donné la lourde tâche de faire une session après déjeuner. Je sais que c'est toujours compliqué, alors j'espère ne pas vous endormir. En tout cas, je devrais faire à peu près 45 minutes de session, un peu moins d'une heure, donc vous aurez un petit peu plus de temps pour aller vous prendre de l'énergie et puis aller reprendre un café avant les sessions suivantes. Donc je me présente, je m'appelle Alex Iconia, je suis le fondateur d'une société lilloise, donc je viens de Lille, qui s'appelle Kickle, où on développe plusieurs solutions autour de la visioconférence. À l'origine, on a créé la boîte pour créer en fait des scénarios et des applications autour de Skype et Skype for Business. Ça change un petit peu parce qu'on est très centré Microsoft, donc vous le savez certainement, Microsoft bouge un petit peu dans ce domaine-là, et notamment avec l'arrivée de Microsoft Teams. Donc c'est des sujets dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je suis également donc MVP Office Apps and Services, donc sur la partie, en l'occurrence, Skype for Business et Teams. Juste pour vous parler rapidement de la société que j'ai fondée il y a 5 ans maintenant, donc on édite 2 solutions autour de la visioconférence. La première qui s'appelle Visio Rendez-vous, qui est une solution en fait qui va faciliter la mise en relation entre des citoyens dans des zones un peu rurales avec les services publics en France. On a des services publics un peu partout et dans tous les sens. Donc on va faciliter en fait la mise en relation des usagers avec ces citoyens à travers Skype. Donc en fait on a disposé un peu partout des kiosques de visioconférence dont on a simplifié l'interface et derrière on utilise en fait les canaux de communication Skype pour faire tout ça. Et on a rajouté au-dessus de ça des petites fonctionnalités pour pouvoir imprimer, scanner à distance, etc., etc. Et la deuxième solution, qui est une solution un peu plus grosse chez nous aujourd'hui, qui est notre produit principal qui s'appelle Kickle, qui est une solution de visioconférence pour la salle de réunion, qui va simplifier les usages et présenter toutes les fonctionnalités de visioconférence, aussi bien l'audio, la vidéo et l'audio, que la possibilité pour un utilisateur de se connecter depuis la salle avec son PC et le streamer directement sur l'écran. Alors les sujets dont je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, la plupart de mes clients aujourd'hui sont des clients finaux. Ils ne se rendent pas forcément compte de toute la technologie et toute la complexité qu'on peut avoir autour de la visioconférence. Juste à titre d'information, qui utilise aujourd'hui des outils de visioconférence, soit à la maison avec Skype, soit en entreprise? Ok, une bonne majorité. Qui l'utilise sans avoir forcément de connaissances spécifiques sur comment ça fonctionne, quelles sont les contraintes, etc., etc. Ouais, il y en a quand même beaucoup. Ok, super. Donc c'est quand même, en fait, c'est un outil, et c'est par là que je veux commencer, c'est que l'audio et la vidéoconférence, c'est quelque chose qu'on utilise aujourd'hui tous les jours, et dans la plupart des cas, en fait, on ne se rend pas compte de la complexité. D'ailleurs, je vais commencer par une petite vidéo qui dure 2 minutes. Elle est un peu longue, mais je pense que ça résume exactement l'impression qu'on peut avoir de la visioconférence dans l'entreprise et même à la maison. Parce que quand on doit appeler quelqu'un, et surtout en plus à la maison parce qu'on ne maîtrise pas forcément tout l'environnement, mais on se rend vite compte que ça peut être un vrai cauchemar, et la plupart du temps on se dit en fait ça marche pas, je vais prendre mon bon vieux téléphone et je vais appeler à travers la ligne téléphonique et juste faire de l'audio. Et pour ça il existe plusieurs solutions dont je vais vous parler aujourd'hui. La première qui est WebRTC. Vous avez certainement entendu parler de WebRTC. C'est un framework, une suite d'outils qu'on entend de plus en plus et qui est de plus en plus présente dans toutes les solutions qu'on utilise aujourd'hui. Je vous montrerai quelques exemples de solutions qui utilisent WebRTC dont on ne le sait pas forcément. Et les 2 autres solutions dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est la possibilité de s'appuyer sur les outils qu'on utilise tous les jours, comme Skype ou comme les bots, pour pouvoir utiliser la visioconférence et l'intégrer en fait directement dans vos applications. Et à la fin, on fera une petite session de questions-réponses si vous en avez. Alors la vidéo que je vais vous montrer, elle dure à peu près 2 minutes. C'est un peu long, mais ça résume exactement ce que je pense de la visioconférence et ce qu'on pense tous de la visioconférence. C'est une vidéo qui a été faite par un éditeur qui s'appelle Zoom, que vous utilisez peut-être en entreprise, qui est un outil de visioconférence qu'on utilise en entreprise.
Hey, Paul. Thanks for being here on time. Paul? Hey, Paul, can you hear me? Alors désolé, il y a un peu de latence en fait, comme on n'est pas I can hear connecté you. directement Can you hear me? en HDMI. Hey guys, Hey, Tyler. sorry I'm late. Having a hard time connecting. 1 second. Paul's having a sound issue. I can't hear you. Try adjusting your output settings. Can you hear me? It's the gear icon. Tyler, are you on hotel Wi-Fi? Yeah, why? Never mind, I got it. I just had to change a few settings. Great, great. Maybe we can get started then. Oh, great, great. I think your mic is picking up your speakers. My mic? Do you have headphones? You want me to put them on? No, I want you to smell them. No, I want you to put them on. Hey, Beth. Hey everyone, sorry I'm late. I had to download a new version of the platform. You should plan extra time for the updates. There's pretty much one every time. Sounds like someone just joined. Hey guys, it's John. I had to call in. I'm stuck in traffic. Have I missed anything yet? No, it would have been nice for you to join the rest of us, but we'll see you when you get home. All right, while everyone is here, finally, Tyler, do you have that financial report? Well, it's been the last few weeks updating our books, and I got some great news for you. Schedule from this point last year. We had a great Q1. We lost Tyler, I think. Am I frozen? Hey, Trip, I think we lost Tyler. Yeah, I know, we lost Tyler. Hey guys, it sounded like Tyler was cutting out. We know, John. All right, while we wait on Tyler, why don't we go over all of the reports from... Beth, are you with us? Oh yeah. Okay, everyone, I know some of you have to leave soon, but I just wanted to go over a couple of the queries before. Okay, excuse me. My wife's out of town this week. Daddy's, I'm so sorry. Okay, you just spilt grape juice on the carpet. Daddy is in a meeting. Tyler, can you go over the numbers one more time, please? I thought Beth had an adjustment. Hey, Beth. Yeah. Sorry, guys, that's my iTunes. Hey guys, hang on. I'm gonna join in. Hey, what platform are you guys on? Skype? FaceTime? It's in the invite. Oh, never mind. I see it. It's right there in the invite. Okay, now I can see everybody. Let's reschedule and let's just do a regular old conference call, okay? Paul, can you have David send out the 9-digit passcode? I heard you. Yeah, he's been here the whole time. All right, everybody. I'll see you later. Voilà. Donc je pense que c'est exactement ça. On a tous vécu ça. Le collègue qui est frisé, le collègue qui a la vidéo qui marche pas, etc., etc. Et en fait, il faut savoir que la vidéoconférence, il y a un nombre de paramètres qui va en fait améliorer ou dégrader l'expérience. Et j'ai essayé de les lister ici. Alors déjà, il y a la partie utilisateur. Il y a déjà un problème qui existe toujours et que nous, on donne souvent, c'est que généralement, le problème vient entre la chaise et le clavier. Ça arrive très, très, très souvent. C'est-à-dire que le problème vient de l'utilisateur et aussi de la plateforme qu'il va utiliser. Je vais parler de WebRTC tout à l'heure. WebRTC, c'est une super solution pour pouvoir justement faciliter ça. Mais par exemple, ça ne marche pas sur Windows XP. Combien d'utilisateurs aujourd'hui ont encore des Windows XP? Il y en a énormément. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc la plateforme déjà sur laquelle on va utiliser, où on va vouloir exécuter la visioconférence, c'est un vrai problème. Les mobiles, ça commence à s'améliorer parce que avec la tendance qu'a le marché à pousser, à changer régulièrement de mobiles, on a de plus en plus de nouveaux mobiles et ça s'améliore. Il y a un autre problème, c'est la partie device. C'est un des premiers sujets que je conseille toujours à mes clients, c'est équipez-vous de super devices, en tout cas de casques et de micros, lorsque vous utilisez de la visioconférence. Il y en a énormément, et je pense que je vais vous le dire, vous allez dire oui, c'est le cas. Il y en a énormément, par exemple, qui vont joindre une conférence avec leur PC sans mettre de casque, et lorsque vous allez entendre la voix de l'utilisateur, vous allez entendre un bruit, parce que tout simplement, dans la plupart des cas, les micros sont situés à côté des ventilateurs. Et comme c'est des micros qui coûtent pas cher, en fait, ils vont capter le bruit du ventilateur de votre ordinateur. Et c'est un vrai cauchemar. Donc ça, il faut faire hyper attention. La caméra, c'est pareil, c'est des équipements qui peuvent paraître banals, mais c'est hyper important lorsqu'on en fait régulièrement. Le deuxième grand pilier, il y en a trois, c'est la partie réseau. Le type de connexion.
Les connexions Wi-Fi s'améliorent de jour en jour, mais au début, ou en tout cas dans des environnements comme ici, lorsqu'on est connecté à beaucoup d'utilisateurs en même temps, où il n'y a pas beaucoup de bandes passantes, etc., et ben en fait, on arrive directement à des artefacts dans la visio ou ce genre de choses, c'est-à-dire que la compression de l'audio ou le flux ne va pas bien passer, et en fait, on ne va pas voir une bonne expérience. Et ça va aller 10 minutes, un quart d'heure, et au bout d'un moment, ça va être un vrai cauchemar. Et la bande passante, c'est forcément un peu lié. Et il y a aussi tout l'aspect sécurité. Faire une solution de visioconférence qui n'est pas sécurisée, c'est pas forcément très compliqué. Mais lorsqu'on est dans un milieu d'entreprise ou même à la maison maintenant, avec les différentes lois qui sont passées en Europe, etc., il faut forcément que ce soit sécurisé. Donc on va passer à travers des équipements réseau qui sont assez connus, hein, le firewall, l'authentification, le cryptage. Le firewall pour la visioconférence, c'est le pire ennemi. Ça et le proxy, c'est quelque chose qu'on va rencontrer tout le temps et vous êtes quasiment sûr d'avoir des problèmes avec les firewalls. Donc toutes ces informations-là, c'est des choses à prendre en compte lorsque vous allez vouloir mettre en place de la visioconférence ou en tout cas de l'audio et de la vidéo dans des applications, ou en tout cas construire des applications de visioconférence. Et ça, il ne faut absolument pas les oublier. Alors juste pour vous expliquer un peu, ça on ne le sait pas forcément non plus, une solution, enfin en tout cas une communication de visioconférence, elle va se baser sur deux flux. Le flux principal, c'est ce qu'on appelle la signalisation. Donc c'est en gros quand vous décrochez votre combiné de téléphone, c'est un peu le même principe, hein, ou lorsque vous composez l'adresse de votre correspondant, on va en fait dialoguer avec un serveur qui va lui en fait nous mettre en relation avec l'autre, avec le correspondant, donc l'autre B. Et on va passer par un serveur qui lui va nous mettre en relation via en fait des protocoles qui sont généralement assez simples. Cette partie-là, elle n'est jamais compliquée. Donc le SIP, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un protocole de signalisation qui est assez vieux, qui est utilisé par les anciens équipements type Polycom, Tandberg, etc. Et aujourd'hui, de plus en plus, on passe par de l'HTTPS. Donc ça simplifie quand même la transaction, ou en tout cas la communication, parce que tous les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, les firewalls, les proxys, etc., les flux HTTP passent assez facilement à travers ça. Ce canal de communication-là, il va notamment permettre de définir le chemin vers lequel on va envoyer nos informations, ou en tout cas nos médias, pour pouvoir faire la communication temps réel. Et la partie média, elle passe par un deuxième canal, qui est en fait le canal de médias. Généralement, ce canal-là, il est sur un type de communication un petit peu plus bas niveau. C'est généralement de l'UDP, on ne passe pas par de l'HTTP, sauf certaines nouvelles fonctionnalités, mais aujourd'hui, c'est la plupart du temps de l'UDP, et c'est là où ça se complique. Parce que lorsque vous êtes sur le même réseau, par exemple le réseau de l'entreprise où on est ici, je vais vouloir vous appeler, c'est assez simple de trouver un chemin rapide entre le point A et le point B, parce que généralement on est sur le même réseau Wi-Fi, le même réseau d'entreprise, et il n'y a pas de point de blocage comme je l'ai décrit tout à l'heure avec la partie firewall, etc., etc. Par contre, lorsqu'on va, je reviendrai là-dessus après, lorsqu'on va vouloir communiquer avec quelqu'un qui n'est pas forcément sur le même réseau que vous, quelqu'un qui est, soit vous êtes chez vous et vous voulez communiquer avec un de vos collègues qui est chez lui ou au bureau, et ben on va forcément passer par de la signalisation, mais la partie média, elle va passer à travers des firewalls. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que le firewall, il y a une configuration qu'on appelle le NAT, c'est-à-dire que vous êtes caché en fait derrière votre firewall, si je peux dire ça comme ça, derrière une adresse IP publique qui va en fait présenter la même configuration pour tous les PC qui sont dans le réseau interne de l'entreprise ou à la maison. Et donc là, pour faire ça et trouver un chemin direct, c'est quasiment impossible. Donc ce qu'on va faire et ce qu'on va mettre en place, c'est un serveur, en tout cas on va utiliser un protocole qui s'appelle le ICE pour Interactive Connectivity Establishment, qui va en fait nous aider à trouver un point de connexion externe sur le firewall. Et ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, il va vous permettre de décrire, voilà, moi je suis disponible sur tel IP public, tel port, et moi aussi. Et c'est comme ça qu'on va mettre en place en fait la communication. Et donc les outils qui sont en fait sur le PCA et le PCB connaissent ce mécanisme et vont interroger, lorsqu'on va établir la communication, vont interroger le serveur stun pour pouvoir mettre
en place le chemin le plus rapide et le plus efficace pour pouvoir faire du média, et donc avoir une bonne qualité, avoir très peu de latence, et avoir une bonne communication entre les deux. Ça marche bien si votre administrateur réseau, ou si vous êtes à la maison, dit « Ok, je veux bien ouvrir généralement une tranche de ports, ou en tout cas un nombre de ports consécutifs assez important. Par exemple, Skype for Business, c'est à peu près 50 000 ports, 10 000 ports, oui c'est ça, 10 000 ports de 50 000 à 59 999 ouverts en entrant et en sortant sur le réseau de l'entreprise. Généralement, quand vous allez voir votre collègue du réseau, il n'est pas très content quand on va lui décrire ça. Donc généralement, c'est bloqué en entreprise. Et on ne peut pas faire de communication directe entre le PCA et le PCB directement. Et pour ça, il y a un autre mécanisme qu'on appelle, en fait, donc c'est Scala, où en fait on n'a pas la possibilité de trouver un chemin entre les deux machines, et on va faire ce qu'on appelle du relay. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser un node qui est disponible sur Internet, qui est identifié par une seule et unique adresse IP. Donc c'est un PC, en fait c'est une machine qui est sur Internet, sur laquelle on va envoyer notre communication directement. Donc ça se matérialise comme ça, où en fait c'est la même chose que le serveur Stun, sauf que en fait le média va passer par ce serveur-là. C'est par exemple ce qu'utilise Skype for Business. Aujourd'hui, si vous utilisez Skype for Business Online, les serveurs ICE, Stun et Turn sont dans Azure. Et en fait, la partie média est envoyée directement vers ces machines-là. Au début, on conseillait aux clients d'avoir les deux configurations. Et Microsoft, il y a quelques temps, il y a un peu plus d'un an maintenant, a dit ça ne sert à rien en fait d'ouvrir les ports pour pouvoir faire de la communication instantanée, enfin directe entre les deux machines. Vous pouvez passer et faire du relay. Ça simplifie la configuration parce qu'on a moins de ports à ouvrir. Et en termes de performance et en termes de latence, c'est quasiment invisible parce que les machines qui sont disponibles dans le cloud sont elles sizées pour faire un truc super. Donc voilà la configuration généralement typique d'une communication. On ne s'en rend pas forcément compte quand on l'utilise, mais quand on va commencer à faire du debugging ou ce genre de choses, bah ça c'est des choses qu'on va voir, et c'est des choses qui peuvent être compliquées lorsqu'on ne connaît pas le mécanisme, ou en tout cas le chemin de communication entre les deux machines. Alors vous allez me dire, ah, c'est super, un truc comme ça, c'est pas moi qui vais l'implémenter, ou en tout cas on va pas utiliser, ou on va pas faire le mécanisme à la main, ça va nous prendre des heures, et il y a des gens qui sont sur le marché, les plus gros, Cisco, Microsoft, etc., qui savent le faire mieux que nous, ça sert à rien. Et pour ça, dans un premier temps, si vous n'avez rien, vous pouvez utiliser WebRTC. Qui connaît WebRTC? Un petit peu, ok. WebRTC, en fait, c'est une suite d'outils qui a été créée à l'origine par Google et qui est aujourd'hui open source. Donc il y a un site qui s'appelle webrtc.org et qui est maintenu par les équipes de Google. Il y a une grosse équipe chez Google qui s'occupe que de ça et qui va en fait simplifier toute la communication dont je vous ai parlé. Alors comment ça se passe? Je vous ferai une petite démo après sur une solution très simple. Mais la partie WebRTC, elle présente 4 API qui sont disponibles et en fait qui sont embarquées directement dans votre navigateur. La première, elle s'appelle getUserMedia. Donc en fait, en JavaScript, vous allez être capable très facilement, rien qu'en utilisant cette méthode-là sur l'objet navigateur ou browser, de récupérer les médias qui viennent de votre machine. Donc en fait, en une ligne, vous êtes capable de récupérer la vidéo de votre caméra, l'audio de votre micro, et aussi, et ça c'est intéressant parce que c'est assez récent, la possibilité de récupérer une vidéo de votre écran. Donc en fait, vous allez pouvoir streamer votre écran à travers cette API-là, ou en tout cas la récupérer. Donc là, on va juste récupérer les médias et les avoir sous la forme d'un objet dans du code JavaScript. La deuxième, c'est la partie Media Recorder, où en fait, le navigateur va offrir aussi des fonctions pour pouvoir enregistrer ces médias-là. Donc soit pour pouvoir faire du recording, soit pour pouvoir faire de l'optimisation, faire de l'analytics en fait, sur les médias que vous avez récupérés. C'est aussi très facile, en 2 lignes de code, vous pouvez récupérer les informations et enregistrer le média qui vient de soit de votre caméra, soit de votre micro, soit de votre machine directement via les API du navigateur. La troisième, c'est la partie connection. Et justement, cette partie connection, c'est exactement le workflow que je vous ai décrit avant. Donc, avec cet objet-là, vous allez pouvoir trouver un chemin entre la personne qui est connectée à distance et votre machine. Et tout ça à travers le réseau.
Je vais vous montrer après dans du code JavaScript, en 3 lignes à peu près, on peut trouver le chemin et tout est automatisé par le navigateur. Et la dernière partie, c'est une partie aussi qui a été ajoutée par Google sur le WebRTC, c'est la partie Data Channel. Ce n'est pas forcément lié à la partie visioconférence, mais c'est en fait un canal qui va se positionner en parallèle de la partie visio et qui va permettre de transférer des données via le chemin qu'on a trouvé entre le lot A et lot B. Donc si on est connecté en direct, ça peut être un super chemin pour pouvoir faire de la synchronisation de données de façon très rapide. Un bon exemple de l'utilisation du data channel, c'est par exemple des jeux en ligne. Il y a énormément de jeux en ligne qui utilisent WebRTC et qui utilisent le data channel pour synchroniser en fait la position des joueurs entre votre navigateur et le serveur et les différents utilisateurs joueurs sur la plateforme. Alors c'est un petit peu plus, c'est un peu brut de fonderie, mais c'est le schéma d'implémentation de WebRTC dans le navigateur. Donc tout en bas, en fait, on se retrouve plus sur la partie OS, donc qui est spécifique à chaque plateforme Windows, Mac, Linux aussi, et la partie mobile. Et toute la partie en verte, en fait, c'est ce qui est implémenté par le navigateur. Aujourd'hui, le navigateur, alors je ne sais plus si c'est après. Non, c'est après. Les navigateurs aujourd'hui qui supportent WebRTC, c'est à peu près tous les navigateurs du marché. Forcément Chrome, comme c'est fait par Google, Mozilla aussi, Edge. De toute façon, qui utilise Edge? Mais à peu près, il y a certaines fonctionnalités qui fonctionnent dans Edge, pas toutes. Et sur la partie mobile, on supporte, enfin en tout cas WebRTC est supporté forcément sur Android, et de plus en plus sur iOS via Safari. Ce qui n'était pas le cas il y a peu de temps. Alors voilà un exemple des grandes boîtes qui utilisent WebRTC, ou en tout cas qui s'appuient directement sur WebRTC. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est une anecdote comme quoi l'outil est assez puissant, c'est que c'est aujourd'hui une spécification qui est en cours de validation par le W3C. Ça fait presque 5 ans qu'elle est en cours de validation. Elle est passée l'année dernière en stade final vers la version 1.0. Mais toutes ces solutions-là, en fait, elles utilisent une spécification qui n'est pas encore validée par le W3C. Donc Slack, vous l'avez en fait lorsque vous faites de la visioconférence. C'est assez discret, mais on va le retrouver. Vous avez Google Meet, qui est la version entreprise de Google Duo pour le grand public. Facebook Messenger, ils utilisent mais à fond WebRTC. Un bon exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du nouveau produit de Facebook qui s'appelle Portal. Et je ne sais pas si vous avez vu là aussi la démo où en fait ils sont capables de faire en fait une visioconférence entre 2 portals et ils vont intégrer du machine learning directement pour capter les personnes qui sont disponibles dans la vidéo. Tout ça c'est basé sur WebRTC. Sans WebRTC ils n'auraient pas pu le faire. WhatsApp, Teams, Skype. Quasiment tout le moteur de Skype aujourd'hui est en WebRTC, c'était pas le cas il y a quelques temps. Zoom c'est intéressant parce que c'est une solution qui commence à être assez importante et qui commence à faire un peu la concurrence à Teams. En tout cas, c'est les 2 acteurs qu'on voit sur le marché sur cette partie-là. Et ils utilisent une partie de WebRTC, notamment pour récupérer les médias, mais toute la partie peer connection, donc la connexion entre les deux hôtes, ils ont fait ça en mode custom. Et notamment, ça c'est un truc qui est assez intéressant, et je pense qu'aujourd'hui il y a une session sur le sujet, ils utilisent WebAssembly pour toute la partie communication. Donc en fait, le média, au lieu d'être encodé par WebRTC, ils font dans du WebAssembly, et ils utilisent les mécanismes de WebAssembly pour faire l'échange de médias. Et c'est assez performant, ce qui est assez impressionnant. Et le dernier, c'est Discord, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une solution de réseau social à destination plus des gamers. Et ils ont basé toutes leurs solutions autour de WebRTC. Je ne me souviens plus des chiffres, mais c'est absolument impressionnant. C'est des millions de transactions à la journée. Et tout est basé, en tout cas tout leur backbone est basé sur WebRTC. Donc c'est assez révélateur de la puissance de l'outil et de la facilité d'adoption de la plateforme. Donc,
quand je vous parlais tout à l'heure de la partie user media, on va aussi pouvoir poser un certain nombre de contraintes et de codecs qu'on va vouloir utiliser. Les codecs, en fait, c'est le moteur de compression qu'on va utiliser pour pouvoir faire transiter l'audio et la vidéo à travers le réseau. On va pouvoir mettre des contraintes sur la vidéo, on va pouvoir mettre des contraintes aussi sur la résolution de l'écran que vous allez vouloir capturer. Vous allez pouvoir dire, bah, moi je veux du 4K, je veux du 1080, etc., etc. Et l'exemple de la vidéo tout à l'heure où on voyait la personne qui avait son enfant à côté de lui, il faut savoir que dans WebRTC, il y a aussi des algorithmes qui sont intégrés directement, et ça c'est transparent, vous ne le voyez pas, d'écho cancelling et de noise reduction. Et tout ça est intégré et vous le retrouvez directement dans le navigateur. Voilà une matrice rapide des fonctionnalités qui sont supportées. Alors sur iOS, elle y est disponible. Il y a certaines fonctionnalités qui sont disponibles, mais c'est en cours de validation par Apple. Donc il y a pas mal de choses qui ne sont pas encore disponibles directement dans la partie navigateur. Si on veut utiliser WebRTC, en fait, sur iOS, aujourd'hui, il faut utiliser le SDK natif qui est disponible, qui est en C++. Alors je vais vous faire une petite démo d'un site que j'ai créé. Et comme je suis un super développeur et que je suis aussi un super designer, je me suis appliqué à vous faire un super truc, c'est-à-dire très graphique, c'est-à-dire ça, c'est super beau. Donc en fait, ça n'est ni plus ni moins qu'une balise vidéo, je peux vous le montrer. Donc c'est une application Angular qui est ici avec un composant, et mon composant il a trois choses, il a un bouton, 2 balises vidéo pour la partie, je ne sais pas si je peux zoomer un peu. Bon, non, ça marche pas. Je sais pas si vous... Voilà, c'est mieux. Donc il a deux balises. La balise vidéo pour en fait ma vidéo. Donc je vais la capter directement avec l'API GetUserMedia. Et la vidéo que je vais recevoir de mon hôte qui est à distance. Et juste le bouton clic pour déclencher la conférence. Donc si je regarde un peu dans le code, donc c'est du code TypeScript. Donc j'ai juste installé le composant qui va bien pour avoir l'IntelliSense dans ma partie TypeScript. Et j'utilise derrière tout ça en fait un serveur pour la partie signalisation, qui est un serveur en fait en .NET Core qui utilise Signalaire. Et ça c'est pareil, .NET Core Signalaire pour faire un serveur de signalisation, je pense qu'il doit en avoir à peu près pour un quart d'heure, même pas. Vous ajoutez les références pour Signalaire et c'est assez facile de faire un premier serveur de signalisation. Et mon serveur de signalisation, donc c'est un hub Signalaire sur lequel en fait il y a 4 méthodes, en fait que j'ai implémentées. La première qui me permet de définir et de faire une correspondance entre un client ID qui se connecte sur le serveur et un nom, de récupérer la partie offer et la partie candidate. La partie offer et la partie candidate, en fait, c'est lié au fonctionnement de la partie stun et turn que je vous ai expliqué tout à l'heure. La partie candidate, comme son nom l'indique, c'est des candidats, au sens littéral du texte, du terme, qui va en fait définir les points de connexion disponibles pour la machine sur laquelle je suis connecté. Et la partie offer, elle va dire, bah, voilà tous mes points de connexion, je peux faire de la 264 pour le codec audio, je peux faire du VP8 pour la partie vidéo, je peux faire, voilà toutes les conditions. Je vous le montrerai après dans le navigateur, c'est assez facile à voir et à débugger. Donc sur la partie navigateur, sur la partie JavaScript, ici j'ai ma connexion au hub Signalaire. Je récupère les balises en fait, les balises vidéo dans mon code et je lance le peer connection. Et donc ça, le peer connection, c'est ce qui vient de WebRTC. Et lorsque je suis connecté à mon hub, je vais lancer la fonction initMedia qui ici récupère la partie getUserMedia. Et cette ligne-là, elle me permet juste d'afficher la balise et de récupérer les informations de vidéo dans mon navigateur. Donc en gros, en une ligne, j'ai réussi à récupérer une ligne et quelques déclarations d'éléments. J'ai réussi à récupérer la vidéo qui vient de ma caméra ici sur ma machine. Vous avez un petit indicateur qui apparaît ici.
lorsque vous lancez la première fois un site qui est en WebRTC, il va vous demander, un peu comme sur votre mobile, si le browser peut accéder en fait aux médias sur la partie système. Et si je fais Start, j'ai mon deuxième client qui est connecté ici sur mon Mac. Normalement, en quelques secondes, je devrais être connecté si tout va bien. Et bien sûr, ça ne va pas marcher. On va le rafraîchir, ce sera plus simple. Hop. En fait, ici, on voit donc les candidates qui apparaissent. Alors normalement, ça devrait. J'ai mon backup, donc c'est pas grave, mais je vais vous montrer ici. En fait, automatiquement, ça c'est du code qui est généré par la partie peer connection. Donc en fait, la négociation va se faire automatiquement entre les deux machines qui sont connectées sur le même serveur de signalisation. Alors là, il doit y avoir un truc avec le réseau, mais forcément, j'ai pas testé avant. Je vais vous montrer une autre solution qui est une application de démo que vous allez pouvoir réutiliser, qui est disponible sur webrtc.org, qui a été implémentée par Google et qui illustre exactement le fonctionnement de WebRTC. Donc là, c'est pareil. Je suis connecté sur un serveur de signalisation qui est hébergé dans le cloud. Je joins la conférence. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre le debugger, parce qu'ici, on a un peu plus d'informations sur la partie négociation. Donc en fait, il va ouvrir le canal de visioconférence. Alors je suis connecté en fait sur ma caméra derrière. Mais ici, il va lancer la connexion avec les différentes communications, et notamment vous voyez apparaître les serveurs stun, la partie turn, et ici ce qu'on appelle le SDP, qui contient en fait toute la configuration de la machine. Et SDP, ça veut dire Session Description Protocol. Ça, c'est un mot que vous allez voir aussi assez régulièrement. Et tout le langage que vous voyez ici en bas, il contient, en fait, par exemple, hop, ici, il y a la partie configuration IP, il y a les protocoles que vous allez utiliser, et il décrit ici directement la partie WebRTC. Et si je me connecte de l'autre côté, donc je vais prendre... slash 244. Hop. Donc ici sur mon PC, en fait, il me demande l'accès à mon navigateur et normalement, boum. C'est forcément, je sais pourquoi. Ici, il faut mettre en mute, sinon ça va faire du larcène. Et donc là, en fait, je suis connecté entre les deux machines et vous avez vu, c'est quasiment instantané. Donc en plus, je passe à travers du réseau public, donc ça peut être un peu compliqué. Mais toute cette négociation-là, si je la retrouve en bas, en fait, je reçois la même chose. Je reçois les candidats qui viennent de la... Il y a un peu de latence, je vais l'arrêter. Voilà. Donc en fait, vous voyez en bas, alors, je ne sais pas ce qu'il me fait. Si je remonte un peu, vous recevez en fait la même chose de la partie à distance, enfin de l'autre B en fait, directement sur le portail. Voilà pour la partie WebRTC. Alors ce qu'il faut savoir, c'est une des limitations, c'est que, et j'en avais parlé un petit peu au-dessus, mais j'ai passé le slide, c'est que la partie WebRTC, elle permet notamment de faire en fait de la communication de point à point. Si vous voulez être à plusieurs, il faudra forcément passer par un serveur. Et là, passer par un serveur, ça commence à être un petit peu plus compliqué, mais vous trouverez assez facilement des solutions open source, notamment venant de Google sur GitHub pour pouvoir implémenter ça. Vous avez une solution qui existe, qui s'appelle par exemple Jitsi, qui est basée sur WebRTC, mais qui, elle, va utiliser
ou en tout cas vous donner accès à un serveur et pouvoir faire de la communication multipoint. Donc la partie WebRTC, elle est super si vous utilisez aujourd'hui pas de solution visio dans l'entreprise ou vous, mais il y a aussi des possibilités d'utiliser des solutions qui existent déjà, notamment Skype et Teams. Sur la partie Skype, il existe une solution qui s'appelle Skype Interview. On ne peut pas forcément accéder à Skype au sens... je ne sais pas pourquoi, il y a un peu de latence entre le... Peut-être que je me déconnecte et je me reconnecte entre le ClickShare. J'ai appuyé là, il ne s'affiche pas. Il y a une latence de ma boule entre les... Je sais pas si... Désolé. Ouais, sinon je vais le faire comme ça. Ce sera peut-être plus simple. Ouais, je vais faire comme ça. Vous avez par exemple sur Skype une solution qui s'appelle Skype Interview, qui est notamment à destination des développeurs, qui va permettre de créer des scénarios en fait d'entretien à distance entre deux développeurs. Il existe à peu près la même solution dans Visual Studio aujourd'hui quand vous voulez faire du debugging à distance et que vous voulez mettre en lien deux Visual Studio. C'est un peu le même principe, sauf que là, c'est plus à destination en fait d'interview ou de mise en relation entre candidats. Je peux vous faire une petite démo, j'espère que ça va fonctionner par rapport au réseau. Hop. Donc, si je prends... Hop là. Donc voilà, je vais faire que sur la partie ici. Donc je récupère ici du WebRTC, je fais join et en fait je me retrouve dans un environnement de communication instantanée avec de la visioconférence qui est basée ici sur WebRTC. Tout en haut, en fait, dans l'onglet, vous le voyez, le petit rond rouge qui s'affiche. Ça veut bien indiquer que en fait, le navigateur est en train de récupérer les médias que je suis en train d'utiliser. Et ce qui est intéressant dans ce scénario-là, c'est que vous retrouvez du chat. Donc vous pouvez inviter une personne à distance et elle va avoir la partie chat qui va s'afficher directement. Et on va pouvoir aussi avoir différents onglets, notamment ici la partie code editor. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est basé sur le moteur Monaco, qui est un moteur d'édition de code édité par Microsoft, où vous allez avoir un certain nombre de langages supportés. Si vous utilisez par exemple Azure DevOps aujourd'hui et que vous éditez vos solutions en ligne, ça utilise exactement le même moteur. C'est le moteur de JavaScript, etc., etc. Et ça, Microsoft et Skype vous permet de l'utiliser à travers une API qui est disponible sur skypedev.com, dev.skype.com. Et vous avez ici la partie visioconférence. Et en fait, toute la solution que je vous ai montrée tout à l'heure est disponible et documentée via une API JavaScript. Et en fait, vous allez pouvoir customiser directement toute la partie interface, fonctionnement, code, injecter du code par défaut, des templates, etc., etc. C'est une solution très spécifique, mais ça me permet juste de vous illustrer le fait que si vous n'avez pas de solution, utilisez WebRTC. Si vous avez déjà des solutions qui existent ou vous avez besoin de scénarios existants, utilisez ce genre de solution-là. Alors je vais accélérer un petit peu.
sur la partie Teams, donc c'est assez nouveau. Qui connaît Teams? Ok, super, il y en a pas mal. Microsoft le qualifie comme le hub de communication pour toute l'entreprise. C'est un vrai hub parce qu'en fait, derrière, on va utiliser plein de services Office 365, notamment des groupes Exchange, notamment un site SharePoint et tout un moteur de visioconférence qui est basé sur Skype. On ne le voit pas, le service n'est pas disponible publiquement, mais derrière Teams, en fait, il y a une vraie plateforme de communication qui est utilisée pour la visio, pour le sharing, pour toute la communication temps réel. Et en plus de ça, Teams est aussi une plateforme de développement. Aujourd'hui, dans le store Teams, on a un peu plus de 200 apps qui sont disponibles. Donc, ce n'est pas forcément lié à la partie visioconférence, mais je voulais le souligner, parce que de plus en plus, on a des solutions qui existent et des développeurs qui sont intégrés, ou en tout cas des développeurs qui vont créer des solutions pour Teams. Vous avez par exemple Azure DevOps, qui est un super outil dans Teams. Vous allez pouvoir avoir en fait des notifications, des bots, des tabs spécifiques qui sont dans l'environnement Teams. Donc ça, c'est plus quand on va utiliser la partie intégrée et l'utilisation du développement dans l'environnement Teams. Ça, je vais passer. La partie, en fait, vous avez une section qui est la section bot ici. Elle va être mise à jour avec la nouvelle version du bot framework en version 4, qui est en .NET Core et qui va supporter des nouveaux langages comme Python et Java. Donc ça, c'est assez intéressant dans la partie ouverture. On va aussi pouvoir l'utiliser dans Teams. Ça va être une bonne transition pour la session d'après sur le graphe de Richard. Mais moi, je vais juste faire un focus sur la partie Teams et ce que Microsoft appelle la partie Programmable Voice and Video. Donc, ils viennent d'annoncer leur d'Ignite en septembre, cette fonctionnalité-là, qui va en fait nous permettre d'automatiser et d'utiliser la plateforme de visioconférence de Teams pour créer des scénarios en plus du client Teams. Et ce scénario-là, il passe en fait par la création d'un bot qui va, en plus de pouvoir faire de l'IM comme on les connaît tous aujourd'hui, c'est-à-dire soit des bots de commande où on a appris par cœur qu'il faut lui envoyer « je veux un CV de telle personne » pour récupérer des informations, ou en langage naturel. Aujourd'hui, on va aussi pouvoir les appeler directement. Alors celui-là, je vais le passer, parce que je n'aurai pas le temps de vous le montrer, mais la partie Programmable Voice and Video, pour aller un petit peu plus dans le détail, elle va permettre de faire plusieurs choses, et en tout cas 2 scénarios, ce qu'on appelle le scénario stateful, ou le scénario stateless. Le scénario stateless, en fait, vous allez juste gérer ce qu'on appelle le call control. Un exemple typique, je vais revenir quand même en fait sur le précédent juste pour vous décrire ça. C'est un incident où en fait on a un certain nombre de capteurs qui viennent par exemple de la chaîne de production. Au sens applicatif du terme, on va pouvoir récupérer ces informations-là parce qu'on a des capteurs, parce qu'on a des informations, etc., etc. On va générer des alertes dans des systèmes de production et ce système va pouvoir aussi, pourquoi pas, appeler une web API qui, elle, est connectée à Teams. Et c'est là où intervient le call control. On va par exemple pouvoir dire, en cas d'alerte, je veux que tu appelles telle personne. Et là, les clients Teams vont automatiquement sonner. Et une fois que la personne va décrocher, on va jouer un prompt. Donc en fait, c'est un fichier qu'on a enregistré qui va par exemple dire, un incident est survenu, merci de taper 1 pour joindre un meeting Teams. Et automatiquement, la personne va être transférée. Donc en fait, on va juste gérer le workflow de communication et on va utiliser la plateforme existence de communication dans notre application. Alors je vais essayer de vous montrer ça. J'ai une petite démo sur la partie Teams. Parfait. T'as vu Richard, j'ai bien appris, hein, je fais de l'Angular. Hop. Donc j'utilise ngrok qui est une solution pour faire un tunnel directement depuis Internet. Et ma solution ici, en fait, c'est une web API en .NET qui va gérer le call control directement. Donc je vais la lancer.
Hop. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que je suis connecté dans mon client Teams ici. J'ai créé un meeting déjà existant et je vais simuler l'appel la création d'une attaque. Donc en fait, elle se schématise grâce à ce code, cette partie JSON où en fait je vais appeler en post mon URL incident raise. Je vais lui spécifier un certain nombre d'informations, notamment le type d'alerte, le temps. Le tenant ID, c'est pour dire dans quel environnement mon bot est exécuté. C'est le tenant Office 365. Les object ID, c'est les personnes que je dois appeler, qui sont en fait des utilisateurs dans Azure Active Directory. Et la partie join URL, en fait, c'est l'URL du meeting que j'ai généré dans Teams. Et normalement, si je fais send, je devrais avoir mon client Teams qui sonne. Si les dieux de la démo veulent bien être avec moi. Ça marchait tout à l'heure. Ouais, le réseau, en tout cas mon application reçoit bien l'information. Voilà. Donc là j'ai mon bot qui m'appelle, je vais décrocher. Je suis pas sûr que le réseau soit... There is an incident occurred. Press 1 to join the incident meeting. Voilà. Press 0 to listen to the instruction again. Et là, ce qui va se passer, c'est que le bot va automatiquement me transférer vers mon meeting que j'ai créé. Your call. Voilà, il raccroche. Et je me retrouve dans le meeting Teams, que je retrouve ici. Et en fait, je peux voir que dans mon meeting, en fait, je suis à la fois moi connecté et le bot est aussi connecté. Vous le voyez, XPen Team Bot. En fait, c'est mon bot qui a aussi joint la conférence. Et grâce à ça, on va aussi pouvoir améliorer l'expérience et pouvoir ajouter de la partie Cognitive Services, transcription, etc., etc. Et la dernière démo que je voulais vous montrer, c'est pour aller un petit peu plus loin, c'est en mode stateful, où en fait, en plus du call control, on va récupérer la partie audio et vidéo. Et en fait, la plateforme Graph va nous envoyer des informations et en fait des trames de vidéo et d'audio tous les millisecondes pour pouvoir gérer de manière beaucoup plus approfondie cette transaction-là. Donc si je la lance, c'est la même partie. La démo que je vais vous montrer là, en fait c'est le même bot qui lui est en mode donc stateful. Et je vais juste en fait jouer une vidéo qui est hébergée ici sur mon workerroll. Donc j'ai des vidéos en fait en format H264 et un fichier Wave. Je vais lancer mon bot. Donc ça va prendre un peu de temps. Mon bot, je lui ai renseigné des informations dans Teams que je retrouve ici. Et en plus d'avoir le chat, lorsqu'on va activer la partie audio et vidéo, en fait les boutons que vous voyez apparaître en haut à droite, les boutons d'audio et vidéo sont actifs. Donc normalement, une fois qu'il a démarré, donc il y a quelques contraintes. Aujourd'hui, je l'exécute depuis ma machine. Ce n'est pas la meilleure des configurations, parce que forcément, lorsque je vais générer l'appel de Teams, ce qui va se passer, c'est que la plateforme Teams va m'envoyer un message post sur mon bot, et je vais lui envoyer en fait directement toute la partie média. Donc je vous passe les détails, c'est-à-dire que mon bot va envoyer le média de ma machine à travers le Wi-Fi vers le cloud Microsoft, qui va remonter lui vers la partie Teams. Donc je joue un peu avec le feu, mais ça devrait le faire. Voilà, normalement il est lancé. Et je vais l'appeler.
suis pas sûr que ça va le faire. Non. Bon. On va retenter. Ça démarre. Donc en fait, on voit là tous les appels qui apparaissent. Bon, c'est un peu noyé dans tous les appels .NET, mais il appelle le graphe en fait. Et normalement, bon, je crois que je vais laisser tomber. Ça sert à rien. Je vais revenir là-dessus. Donc la partie, toute la partie donc toute la partie, en fait, toute la partie graph qui est exposée pour la partie call va vous permettre de faire toutes ces actions-là. Et tout ça, vous pouvez donc l'intégrer directement dans vos applications, pouvoir générer des appels dans Teams, pouvoir réceptionner les appels, gérer la partie audio-vidéo, faire des scénarios d'IVR. Donc les scénarios d'IVR, c'est par exemple lorsque vous appelez votre assurance ou peu importe un service et que vous faites 1, 2, 3, etc. Tout ça est disponible dans la plateforme Graph. Et donc juste pour conclure sur la partie Teams, je vais réessayer. Parfait. Et donc en fait, aujourd'hui, en plus de Graph sur la partie Teams, vous allez avoir plusieurs SDK. La partie stateless, donc c'est le format que je vous ai décrit tout à l'heure, où en fait on gère juste le call control, où on dit bah, je veux recevoir la notification d'appel et je veux pouvoir donner des ordres pour passer un appel vers telle personne, un autre appel vers telle personne. Et la partie stateful, qui est celle que je voulais vous montrer et qui a malheureusement pas marché, je pense à cause du réseau, où elle est disponible aujourd'hui uniquement en .NET, parce qu'en fait on rentre vraiment dans le détail, dans le bas niveau d'un synchronisme, etc., etc. Donc vous avez toutes ces informations-là. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Merci.